Comment sortir du glyphosate? Donc le thème qu'on a choisi pour ce premier débat en commun, c'est comment sortir du glyphosate. Donc sujet hautement d'actualité, dont on a déjà beaucoup parlé. Enfin, l'idée c'est d'apporter des éclairages pédagogiques et constructifs sur le sujet pour faire un petit peu le point de où on en est. Alors juste pour rappel, qu'est-ce qui s'est passé sur le glyphosate? Je vais vous donner quelques dates clés de repères. Peut-être 2015 et le rapport du CIRC qui a classé cette molécule cancérogène pour la première fois et qui du coup a déclenché toute une... Probablement, absolument, merci de me reprendre. Donc probablement cancérogène, qui a déclenché toute une polémique, on va dire. Et le glyphosate est devenu un produit un peu emblématique d'une forme d'agriculture jugée intensive et a posé pas mal de questions à la société civile comme aux politiques. Donc est venu dans le même temps le renouvellement de l'autorisation de sa mise en marché au niveau européen, beaucoup de difficultés des États membres pour trancher sur sa réhomologation ou pas, sa réautorisation ou pas de réautorisation. Finalement, on en est arrivé en novembre 2007 à un renouvellement de l'autorisation pour 5 ans au lieu de 10 ans. Autorisation contre laquelle a voté la France et donc le président Emmanuel Macron, dans la foulée, a dit qu'en France, l'autorisation ne serait renouvelée que pour 3 ans. Voilà. Ça, c'est le cadre dans lequel on est. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a cette volonté politique. Dans les faits, on n'a pas encore toutes les précisions de cette réhomologation et les conditions de cette réhomologation. Et donc l'idée, c'est bien de faire le point sur tout ça. Alors la première question qui se pose, c'est déjà de faire un état des lieux, de voir un peu comment est utilisé le glyphosate aujourd'hui et quels sont les cas où il est vraiment difficile de s'en passer. Donc j'ai oublié quand même de présenter nos intervenants, excusez-moi. Donc Xavier Roboul de l'INRA, qui est le co-auteur, qui est le coordinateur du rapport qui a été présenté, demandé par le gouvernement sur le glyphosate et voilà, sur les alternatives au glyphosate qui a été remis début décembre. Roger Genel qui est directeur de l'ANSES. Benoît Lavier qui est président de l'APAD, l'association de promotion pour l'agriculture durable. Agriculteur. Et agriculteur avant tout, parfaitement. Et Denis Longedal qui est directeur de l'IBMA, l'association internationale des industriels du biocontrôle. Voilà. C'est nos 4 intervenants. Donc Xavier, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des éléments, puisque vous avez fait ce rapport, sur le cadrage de en fait, comment est-ce qu'on utilise le glyphosate aujourd'hui et quelles sont les impasses qui se posent? Donc oui, je vais partir de ce qu'on a mis dans le rapport, donc évidemment des 80 pages, et je ne vais pas reprendre ces 80 pages, je vais juste donner quelques éléments. Les sources qu'on a utilisées pour trouver les informations, elles sont de 3 natures. On a utilisé ce qu'on appelle la base nationale des ventes des distributeurs, la BNVD, qui donne les volumes de vente de pesticides, parce que les distributeurs donc, payent la redevance pour pollution diffuse, donc on a besoin de savoir quel montant d'impôts ils vont payer, et c'est basé sur les volumes vendus. Donc ça, c'est une base qui donne des références sur les volumes des différents produits utilisés. On a utilisé ce qu'on appelle les enquêtes de pratiques culturales qui sont faites par grand type de culture et seulement tous les 4 ans, donc elles ne sont pas forcément complètes, elles ne sont pas synchro. Et donc la troisième source qu'on a utilisée, c'est ce qu'on appelle nous le réseau Défi Ferme, qui est un des éléments du dispositif Ecophyto et qui compile les informations sur les pratiques des agriculteurs pour environ 3000 exploitations sur le territoire français. Et on est parti pour regarder les utilisations de glyphosate, des points initiaux sur ces exploitations, c'est-à-dire avant que les agriculteurs fassent quoi que ce soit pour changer leurs pratiques. Et donc on a des mesures sur ce qu'ils faisaient pour le glyphosate au début de leur entrée dans le réseau, donc sur les périodes plutôt 2010-2012. Pour autant, donc, on a un peu les statistiques aussi qu'on essaie de suivre régulièrement. Et donc le premier chiffre que je peux vous donner, c'est qu'en gros, en 2017, une parcelle sur 6 en France a reçu du glyphosate.
mais il y a une grande disparité. On va aller d'une situation, plutôt c'est une parcelle sur 10 ou une parcelle sur 8 dans les situations peu dépendantes, et on va monter à une parcelle sur 3 dans les situations qu'on appelle petites terres, pour des grandes exploitations, et puis pour des cultures, enfin pour des rotations, des systèmes de culture dans lesquels les agriculteurs font du colza, des céréales, du tournesol, notamment. Alors après, il y a une autre grande chose qui change les dépendances au glyphosate, qu'on retrouve très bien dans les données de l'année dernière. Dès que les gens travaillent le sol, on va tomber sur des situations où le glyphosate est plutôt utilisé dans une parcelle sur 10, alors qu'en fait, quand on est en semi-direct, les chiffres, les derniers qu'on a, donnent une parcelle sur 2, en fait 60% des parcelles vont recevoir du glyphosate. Donc vous voyez qu'en fait, il y a une articulation avec le travail du sol. Donc du coup, ça nous renvoie à pourquoi on utilise le glyphosate. Évidemment, c'est Roger qui va raconter tout ça, mais le glyphosate a deux caractéristiques particulières qui en font un usage important pour les agriculteurs. Le premier, c'est que c'est un herbicide qu'on appelle total, c'est-à-dire que comme il touche la synthèse d'acides aminés et que toutes les plantes ont la même modalité de synthèse de ces acides aminés aromatiques, en fait, toutes les plantes sont sensibles. Donc vous traitez une plante au glyphosate, elle meurt, après il faut plus ou moins de glyphosate pour la tuer. Donc évidemment, il a fallu fabriquer des plantes avec d'autres manières de synthétiser ces acides aminés pour fabriquer des OGM, c'est ce qu'ont fait les Américains. Donc ça c'est la première caractéristique, il touche toutes les plantes, donc il a un large spectre, et la seconde caractéristique c'est qu'il est systémique, c'est-à-dire qu'en fait il migre dans la plante. Donc on le fait pénétrer par la partie aérienne, et en fait il va aller atteindre l'ensemble des tissus de la plante, y compris les tissus qui sont sous le sol, qu'on peut rarement atteindre, et donc il va avoir un effet sur tout le système racinaire, ce qui lui donne la caractéristique de contrôler les vivaces, donc les plantes qui en fait ne sont pas annuelles, les plantes qui survivent d'une année sur l'autre. Alors l'exemple que vous connaissez, peut-être c'est le chardon, qui fait partie de ces espèces petites vivaces, mais après il y a d'autres espèces qui fabriquent des stolons qui vont se multiplier de proche en proche, et vous connaissez le chien d'Enfant par exemple. Voilà, donc pour lutter contre ces espèces-là, les agriculteurs utilisent le glyphosate. Et donc, en fait, l'utilisation du glyphosate est très liée à la nécessité que les agriculteurs ont d'avoir des parcelles le plus propres possible au moment où ils vont implanter leur culture. Donc, c'est un herbicide qui est utilisé dans l'interculture, et donc pas pendant la culture. On ne cultive pas d'OGM en France, donc on ne peut pas mettre de glyphosate sur du blé qui développerait, on tuerait. Donc, il n'est pas utilisé pendant la culture, utilisé dans l'interculture, et du coup, ça amène quelques difficultés. La première, c'est que du coup, on associe le glyphosate à la culture qui va suivre, parce que en fait, on l'a utilisé pour nettoyer avant l'arrivée de cette culture. Et donc, un des exemples, un chiffre clé, par exemple, c'est en amont du blé, on a utilisé en France 400 tonnes de glyphosate l'année dernière. Voilà. Donc ça c'est un usage. Est-ce que du coup, vous pouvez nous donner des exemples de cas où le glyphosate en fait, est quand même difficile à supprimer des itinéraires techniques? Alors oui, c'est évidemment la question. Il y a plein de choses à dire. On utilise le glyphosate pour détruire de la végétation, et donc on va avoir une grande dépendance au glyphosate dans toutes les situations où on doit retirer la végétation sans toucher le sol. Et donc on aura les exemples de l'agriculture de conservation, et ça Benoît en parlera très bien, beaucoup mieux que moi. Mais du coup, je vais vous donner 2-3 petits exemples. Le premier, c'est qu'on a reçu quand on a fait ce rapport, c'est le rouissage du lin. Donc la France est le premier producteur de lin textile du monde. L'ensemble de la production de lin française est essentiellement produit en Normandie, enfin dans le nord de la France, mais il y a d'autres régions qui se sont aussi mises là-dessus. Et en fait, c'est acheté par les Chinois qui transforment et qui nous revendent les fibres derrière. Et donc, pour faire du lin, en fait, ce qui est intéressant, c'est de récupérer la tige. Enfin, c'est ça qui fait le lin textile. Et donc, pour faire ça, les agriculteurs coupent le lin et le posent dans la parcelle. Et on va le faire rouir, c'est-à-dire qu'en fait on va attendre que les micro-organismes qui sont naturellement présents consomment la gaine qui est autour des fibres, pour ne récolter finalement que du lin sous forme de fibres, et c'est ça qui est commercialisé.
Et donc il faut dans ces situations-là couper le lin en juillet pour une récolte qui va se faire quasiment 3 semaines, 4 semaines plus tard. Et pendant ce temps, en fait, les micro-organismes vont manger la gaine qui est à la surface du lin. Et donc il faut qu'il soit posé sur le sol. Alors on ne peut pas venir travailler le sol, parce qu'évidemment ça enfouirait le lin. Et en même temps, si par hasard il y a un orage pendant cette période-là, vous allez avoir une levée des adventices qui sont présentes, ou même des graines de lin qui peuvent remonter. Et donc du coup, vous allez avoir des difficultés à récolter votre lin, parce qu'il va se retrouver dans un couvert végétal vert qui va empêcher finalement sa récolte. Donc les producteurs de lin sont utilisateurs de glyphosate pour pouvoir maintenir la parcelle propre au-dessus du lin pendant la période pendant laquelle il est au sol avant de récolter. Autre exemple, c'est pour les fruits à coque, notamment dans le cas de la noisette. En fait, on ramasse les noisettes, elles tombent au sol et on les balaye jusqu'à en faire un ondin qui est rattrapé par une machine. En fait, pour pouvoir balayer les noisettes, il faut que le sol soit nu. Et si par hasard on a travaillé le sol pour enlever la végétation, évidemment on a généré des particules de terre, et ce qui fait qu'en fait, quand on va ramasser les noisettes, on va aussi ramasser plein de blocs de terre, ce qui va venir. Donc eux, ils sont dépendants du glyphosate pour avoir sous les noisetiers, sous les arbres, un sol propre sur lequel ils puissent faire leur activité. Donc voilà 2 impasses que l'on identifie dans ce rapport-là. Après, ce n'est pas évidemment des volumes énormes. L'utilisation du glyphosate pour la récolte des fruits à coque, c'est 10 tonnes environ l'année dernière. Donc vous voyez que sur les 10 tonnes qui ont été consommées, ça peut paraître peu. Mais évidemment, quand on est producteur de noisettes, on a vraiment besoin d'avoir ces solutions-là disponibles. Et on est sur un cas économique, finalement. Voilà. Et alors, en fait, la plus grosse difficulté, celle qu'on rencontre, c'est évidemment sur les grandes cultures et ou en viticulture. Donc, on a des cas où, en fait, ils utilisent le glyphosate, notamment en vigne, dans des endroits où c'est très escarpé et où ils ont beaucoup de mal à passer avec des outils. Alors, évidemment, Banyuls, par exemple, fait du vin en coteau. Ils ont toujours fait du vin en coteau. Simplement, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ils étaient beaucoup plus nombreux sur chaque exploitation et donc envoyer des gens aller faire du travail de précision dans ces coteaux, c'était possible. Et puis avec la diminution du nombre d'agriculteurs et l'augmentation de la taille des exploitations, en fait, on tombe sur des situations où les gens sont coincés. Alors du coup, merci pour ce panorama, parce que c'est plus clair. Benoît, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur votre ferme comment ça se passe et en quoi finalement c'est compliqué de se passer du glyphosate? Je vais essayer. Donc effectivement, Benoît Lavier, je suis agriculteur en Côte d'Or et je suis le président de l'APAD, l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, qui regroupe un peu plus de 500 agriculteurs en France qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols. Ce que je pratique moi aussi sur ma ferme depuis une dizaine d'années. Donc clairement, le glyphosate ne m'intéresse pas en tant que tel. Il ne m'intéresse que parce que c'est un outil qui me permet de faire cette agriculture de conservation des sols. Cette agriculture, elle part du principe que le sol étant le premier outil de travail de l'agriculteur, tout faire pour encourager son activité biologique, son fonctionnement, sa fertilité, c'est bon pour l'agriculteur. Mais pas seulement, j'essaierai de dire pourquoi, et que pour faire ça, on a observé que, notamment dans des écosystèmes forestiers ou prairiaux, un sol qui est toujours couvert et qui est perturbé le moins possible, ça fonctionne bien. Et donc on essaie de reproduire ça dans les systèmes agricoles. Ça a mis un peu de temps parce que c'est nouveau en France, parce que imaginez qu'on puisse cultiver sans travailler la terre, c'est encore assez compliqué dans la tête de beaucoup d'agriculteurs, et pas seulement des agriculteurs, des conseillers, voilà. Mais pourtant ça marche, et ça marche bien, et ça produit de bons résultats. Et donc pour moi, le glyphosate est un outil important effectivement, mais au service de résultats. Et c'est ça que je veux mettre en valeur. Voilà. Chez moi, concrètement, comment vous en savez je vais prendre un exemple pour bien comprendre pourquoi la conservation des sols. Il y a 10 jours, on a eu un épisode pluvieux très important sur la commune sur laquelle j'ai une partie de la ferme,
qui a même fait la une, pas la une, mais qui était dans le JT de 20h sur TF1, parce qu'il y a eu des coulées de boue très importantes, et que, je pourrais vous emmener, si ça vous intéresse, un collègue qui avait préparé son champ pour semer des cultures de printemps, il avait labouré, travaillé le sol, et il y a eu, là pour le coup, des dégâts très importants. Le sol, il est parti avec l'eau qui est arrivée, il y a eu 50 mm chez moi en moins d'une heure. Ça a généré beaucoup d'érosion. Voilà. De l'autre côté de la route, j'ai une parcelle qui attend aussi que je sème des lentilles et des pois chiches, mais dans laquelle il n'y a pas eu de travail du sol. J'avais implanté un couvert à l'automne, enfin même début août, qui a couvert le sol toute l'année. Donc le sol, il est protégé, il est couvert, et il y a eu des déplacements de paille aussi, parce que quand il y a une quantité d'eau aussi importante, ça bouge, mais la terre, elle est restée en place. Voilà. Et la conservation des sols, alors ça c'est un des bénéfices qu'on peut trouver à ce type d'agriculture, mais voilà, la lutte contre l'érosion, le maintien des sols et des particules fertiles dans la parcelle, et de manière à ce qu'elles n'aillent pas dans les fossés, dans les cours d'eau, c'est un des bénéfices et des résultats qu'on observe avec ce type d'agriculture. Mais du coup, parce que j'ai fait le choix de ne pas travailler le sol, il me faut, comme le disait Xavier Rebout, implanter ma culture dans un sol propre pour qu'elle puisse se développer du mieux possible. C'est dans ce cadre-là que, effectivement, je peux être amené à utiliser le glyphosate, parce que, comme c'est un désherbant total, non sélectif, et bien, un petit peu avant ou un petit peu après avoir semé mes lentilles et mes pois chiches, je vais détruire une partie de la végétation qui reste, la végétation qui reste sur ma parcelle. Il y en a une partie cagée. J'avais du tournesol, de la facélie, des févroles qui elles vont geler pendant l'hiver, mais il y a aussi des graminées, des repousses d'orge et de blé, et aussi des mauvaises herbes, du lupin, du brome, qui n'ont pas gelé, et donc que je vais détruire en utilisant du glyphosate. Voilà. C'est dans ce cadre-là que j'utilise un outil. Et le glyphosate, vous l'utilisez à raison de combien à l'hectare pour l'aider? Ça va. Alors, c'est pas systématique, hein, mais ça va être entre 1 et 2 litres par hectare. Okay. Ça dépend de la flore. Il y a deux types de couverts, parce que j'implante des couverts, quelles que soient les cultures. Avant une culture implantée à l'automne, également, je vais mettre des couverts. Si le couvert est bien réussi, si on a eu suffisamment d'eau pendant l'été, le fait de passer mon semoir et mon rouleau va quasiment détruire le couvert. Donc là, je vais malgré tout, probablement, ça dépend de ce qu'il y a dessous, mais utiliser un petit peu de glyphosate, mais en quantité moindre, parce que j'aurai quand même des mauvaises herbes dessous, et mon objectif, c'est bien de favoriser ma culture. Voilà. Il y a deux types d'utilisation. Outil, efficacité et simplification, pour vous, c'est vraiment un outil, et c'est vraiment dans une approche de je simplifie, enfin, je fais au plus efficace d'un point de vue économique. Je m'assure, je contrôle le terme de simplification. Parce que c'est pas du tout des systèmes simplifiés. Non, bien sûr, mais je parle vraiment de l'usage de l'herbicide. Voilà, et c'est au contraire, ça peut être des systèmes très complexes dans lesquels on essaie de remettre en route des mécanismes de régulation biologique. Mais effectivement, là je fais le choix de me passer de travail du sol parce que, tiens, je vais prendre... Aux États-Unis, il y a un service qui s'appelle le NRCS, le service national de conservation, qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui compare le travail du sol à une combinaison d'un tremblement de terre, un cyclone, un ouragan, que sais-je, voilà, pour le sol. Et donc, le fait d'arrêter ça, et moi je le vois, je le mesure à l'activité biologique de mes sols, à la présence de vers de terre, de carabes, voilà, c'est bon. Mais
effectivement, il y a un pendant, c'est que moi j'ai fait le choix de ne pas travailler le sol et que j'utilise les outils qui sont à ma disposition, dont des outils chimiques. Ok, très bien. Alors du coup, ça c'est le premier point du panorama de comment est-ce qu'on utilise le glyphosate. Deuxième point, Roger Genet, est-ce qu'on pourrait avoir votre avis de directeur d'agence sur qu'est-ce qui va se passer là maintenant, que la décision a été prise et qu'à la fois on a la décision du 3 ans et du 5 ans de rénovation. Pour situer les choses, il faut parler des quantités. On a une préoccupation quand même. Vous avez indiqué tout à l'heure en introduction que le glyphosate était devenu, avec cette classification qui avait été proposée par le Centre international de recherche en cancérologie de Lyon, une préoccupation et emblématique de l'agriculture intensive. Elle l'était depuis très longtemps. Cette molécule l'était depuis très longtemps parce qu'elle est associée aux OGM. Et parce que c'est aujourd'hui en France la première molécule phytosanitaire qui est vendue en quantité. C'est autant que le soufre. Le soufre et le glyphosate sont aujourd'hui les deux premières molécules utilisées en agriculture. Donc elle est emblématique à bien des titres. Le glyphosate, c'est à peu près 9000 tonnes par an utilisées en France, à comparer avec plus de 300 000 tonnes en Argentine, par exemple. Et donc utilisé de façon extrêmement différente, d'ailleurs en France, en Europe et dans d'autres endroits du monde. Donc on ne peut pas comparer ni son usage, ni son effet sur l'environnement et sur la santé, puisque vous savez bien que dans le cadre des autorisations de mise sur le marché, on autorise un produit pour un usage donné, dans des conditions données qui permettent de garantir l'absence d'effets inacceptables pour l'homme, pour l'environnement, pour les organismes cibles, pour les utilisateurs, pour les riverains, pour le consommateur. Donc, on a quand même une molécule qui, aujourd'hui, est la première en termes de commercialisation, en termes de quantité, 9000 tonnes par an, 7000 pour les usages professionnels. Et dans le rapport qui a été conduit... Pardon, usage professionnel agricole. Agricole et non agricole. Et dans le rapport sur les alternatives aujourd'hui, qui a été conduit dans des délais records, coordonnés par Xavier, on n'a pas parlé des alternatives aux usages non agricoles. Et puis, à peu près 2000 tonnes pour les usages amateurs, qui eux vont tomber, vont s'arrêter, puisque la France avait décidé d'interdire les usages pour amateurs à partir du 1er janvier 2019. La loi l'avait. Et donc, par conséquent, si je reprends votre question, comment la France va mettre en œuvre la volonté du gouvernement d'arrêter? Alors, je cite dans un délai maximal de 3 ans, mais en privilégiant des alternatives, et le président de la République s'est engagé à ne pas laisser, en fait, de situations dans lesquelles on n'aurait pas d'alternative pour les agriculteurs notamment. Donc il faut d'un côté regarder la réglementation et de l'autre côté regarder comment on peut promouvoir des alternatives au glyphosate pour les usages professionnels, agricoles et non agricoles. En ayant en tête que parallèlement au glyphosate, on continue à travailler et les connaissances continuent à progresser. Et bien entendu, on a d'autres molécules pour lesquelles, en tant qu'agence sanitaire, nous sommes préoccupés. Et si je regarde que les herbicides, par exemple, nous avons été conduits à retirer du marché en novembre le glufosinate, qui est lui reprotoxique 1B, classé reprotoxique 1B, et qui présente aujourd'hui un effet inacceptable, aussi bien d'ailleurs pour les utilisateurs que pour les riverains. Et on a également retiré d'ailleurs, vous vous rappelez, en 2016, 126 autorisations de mise sur le marché de glyphosate qui étaient en coformulation avec la thalomamine, sachant que quand on parle de la toxicité ou de l'effet potentiel du glyphosate, on parle parfois de la substance active, mais parfois des préparations qui contiennent des coformulants, et qu'on a aussi des interrogations sur le rôle des coformulants. Dans le cas du glyphosate, les coformulants ont pour vocation, ce sont en fait des surfactants qui ont pour vocation de déstabiliser les membranes végétales cellulaires pour finalement potentialiser l'effet qu'a décrit Xavier Audoux du glyphosate, c'est-à-dire permettre d'augmenter sa pénétration cellulaire et donc son effet sur la biosynthèse des protéines. Et donc, on a donc aujourd'hui
la nécessité de rechercher des alternatives, dans le contexte où il faut prendre en compte non seulement les usages, mais également la nécessité de lutter contre les résistances aux produits phytopharmaceutiques. Et vous savez que dans la réglementation européenne, quand on évalue un produit phytopharmaceutique, on prend en compte la nécessité d'avoir des alternatives, au moins 4 substances actives différentes, pour lutter contre les résistances qui apparaissent quand on utilise des produits phytopharmaceutiques. Donc on a l'ensemble de ce jeu de contraintes, avec d'un côté le nombre d'alternatives chimiques qui diminue, et de l'autre côté les rapports qui montreront les uns après les autres que pour trouver des alternatives non chimiques, ça nécessite des changements de pratiques culturales en profondeur qui nécessiteront du temps. Alors ça c'est pour le contexte, je viens à la réglementation si vous me permettez. Sur la réglementation, les choses sont extrêmement claires. Le glyphosate a été réautorisé pour une période de 5 ans. Et vous savez qu'en fait, l'évaluation au niveau réglementaire européen se découpe en 2 parties, qui sont des compétences complémentaires entre l'Europe, la Commission européenne, et les États membres. Au niveau européen, dans un objectif d'harmonisation européenne, on autorise les substances actives avec le rapportage d'un État membre. Donc c'était le BFR allemand qui a produit le travail de rapport préliminaire sur le glyphosate, qui a ensuite été soumis à peer review par l'ensemble des États membres, puis rapport de l'EFSA, réhomologation pour 5 ans. Une fois que la substance active est autorisée, chaque État membre va donner des autorisations de mise sur le marché pour les produits, les formulations qui contiennent cette substance active. Nous sommes en 3 zones en Europe. La France est dans la zone sud, et donc la France est souvent rapporteur pour l'ensemble de la zone sud, et quand donc le produit est utilisé dans une zone, ensuite par reconnaissance mutuelle, il peut être utilisé dans les autres pays de la zone. Donc aujourd'hui, nous avions jusqu'en fin d'année dernière à peu près 250 autorisations de mise sur le marché de produits qui contenaient une substance active glyphosate. Un certain nombre, 130 à peu près, autorisations de mise sur le marché étaient pour des usages jardin, donc de toute façon, pour le 1er janvier 2019, ces autorisations tombaient de toute façon. Sur les 120 autorisations de mise sur le marché restantes, nous avons à ce jour une 60aine de dépôts en France de demandes d'autorisation de mise sur le marché. Donc il va falloir, dans un délai de 12 mois, que l'agence réautorise et redélivre une autorisation de mise sur le marché dans le cadre de cette nouvelle homologation. Et ces autorisations de mise sur le marché, il n'est pas prévu de délai, c'est le délai de la substance active qui prévaut. Et donc les autorisations de mise sur le marché que nous délivrerons seront valables autant que l'homologation restera en vigueur. Donc pour un délai de 5 ans. Donc par conséquent, pour mettre en œuvre en fait, la volonté du gouvernement d'une homologation à 3 ans, il faudra d'une part qu'on ait des alternatives, d'autre part que nous soyons en capacité, s'il s'agissait de faire un retrait, d'avoir des éléments nouveaux qui laisseraient à supposer qu'on a un effet immédiat sur la santé et l'environnement et qui suppose un risque inacceptable qui nous amène à faire un retrait d'AMM comme nous l'avons fait pour le glyphosate. En l'état actuel des connaissances scientifiques, nous n'avons pas d'éléments qui nous amènent à faire un retrait immédiat, puisque si nous les avions, d'ores et déjà, bien entendu, nous aurions procédé au retrait de ces autorisations de mise sur le marché. On ne les laisserait pas sur le marché pour 3 ans si nous avions aujourd'hui des éléments scientifiques qui nous permettent de craindre un effet immédiat pour la santé et l'environnement. Voilà. Mais ça n'exclut pas. Est-ce qu'il peut y avoir une décision politique de dire on interdit pour 3 ans, indépendamment finalement du risque objectif, objectivé par l'ANSES? Alors sur le plan juridique, il faut être clair, l'autorité pour délivrer ou retirer les AMM a été transférée à l'agence par la loi d'orientation agricole de 2013, donc c'est ma responsabilité. Mais le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement ont un droit de veto sur nos décisions, droit de veto qui serait justifié par un risque immédiat pour la santé et l'environnement. Et donc il faudrait bien entendu qu'on ait des éléments scientifiques pour appuyer en fait ce veto sur
des autorisations sur le marché délivrées par l'agence. D'accord, donc finalement ce que vous êtes en train de dire, c'est que la décision politique pour qu'elle prenne réalité, enfin la volonté politique pour qu'elle prenne réalité, il faut qu'il y ait des éléments nouveaux dans le dossier qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, tout à fait. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'ailleurs des annonces du Premier ministre sur les états généraux de l'alimentation, il a été demandé à l'agence de faire un cahier des charges pour lancer une étude scientifique complémentaire et nous sommes en train d'y travailler. Je pense qu'au cours des mois qui viennent, nous aurons défini un cahier des charges qui prendra probablement en compte les effets cancérogènes et génotoxiques pour lancer des études complémentaires. En tout cas, lancer un appel d'offres pour lancer des études complémentaires. Ceci dit, ces études nécessiteront quand même, les études de génotoxicité peuvent être conduites dans un délai raisonnable. Les études de cancérogénèse, c'est généralement des études qui demandent 3 à 5 ans pour avoir des résultats nouveaux. Donc, il est clair qu'on fera tout ce qu'il faut pour avoir des études complémentaires permettant d'apporter des éléments supplémentaires pour répondre à cette inquiétude à la fois de nos concitoyens, des pouvoirs publics sur les effets du glyphosate. En parallèle, ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir à disposition des alternatives. Alors, alternatives chimiques le cas échéant, alternatives non chimiques, comme nous l'avons fait dans le cas des néonicotinoïdes. Le gouvernement pourrait prendre des mesures transversales d'interdiction des usages, et pas des AMM, comme ça a été le cas dans la loi biodiversité sur les néonicotinoïdes, avec un risque évidemment, si cette mesure était prise, de contentieux avec la Commission européenne, si on n'est pas dans un cadre qui est, puisque on est bien dans un cadre réglementaire harmonisé, donc le risque contentieux existerait néanmoins. Ok, très bien. Bon, du coup, les pauvres Denis Longial et là-bas, donc c'est l'enchaînement parfait pour justement parler des alternatives. Et côté biocontrôle, est-ce qu'il y a des choses en préparation, comment se positionnent les industriels par rapport aux actes? Oui, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Avant de répondre précisément à votre question, je vais peut-être vous resituer ce qu'est le biocontrôle pour vous tous. Je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà bien informés, mais c'est toujours utile de refixer le cadre. Déjà, un petit rappel au niveau de notre récent passé politique avec les États généraux de l'alimentation. Le parcours de ces États généraux, c'était le 11 octobre à Rungis, vous y étiez peut-être. Emmanuel Macron a souligné un point en disant « Je veux que dans le temps nous travaillions à trouver les bonnes solutions. Elles se déclineront en regardant les alternatives comme le biocontrôle, en accompagnant les agriculteurs dans les bonnes pratiques, etc. » Qu'est-ce que le biocontrôle? Alors, le biocontrôle, en France, on a l'avantage d'avoir une définition claire qui, depuis la loi d'avenir d'octobre 2014, a inscrit cette définition dans le code rural. La définition inscrite au code rural dit que ces produits de contrôle sont des agents et produits qui utilisent les mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée pour la protection des cultures et contre les ennemis des cultures. Et cette définition précise que ces produits comprennent en particulier les macro-organismes, également des produits phytopharmaceutiques qui comprennent des micro-organismes, et là vous pouvez entendre des bactéries, des virus, des champignons, des médiateurs chimiques, principalement aujourd'hui des phéromones, ça pourrait être demain également des phéromones ou autres, et des substances naturelles qui sont d'origine végétale, animale ou minérale. Donc on a ce cadre qui est bien clair au niveau national avec cette définition des produits biocontrôle. Donc quand on parle de biocontrôle, on parle de ces produits-là. Aujourd'hui, en matière de solutions, le marché du biocontrôle, les solutions de biocontrôle sont encore un micro-marché dans la protection des plantes. Ça représentait en 2016 tout juste 5% du marché, 5% en valeur, du marché de la protection des plantes, c'est-à-dire 110 millions d'euros commercialisés en produits de biocontrôle, qui se répartissent entre un grand quart pour les solutions non agricoles, qu'on appelle dans le jargon éco-phyto les GEVI, les jardins, espaces végétalisés et infrastructures, et pour un petit 3/4, un petit peu moins des 3/4, dans le secteur agricole. Et sur ces deux secteurs, entre l'agricole et le non-agricole, les GEVI, les évolutions sont contrastées. On a en
entre 2015 et 2016 une augmentation de 25% de l'activité biocontrôle en France, toujours en valeur, sur ces 110 millions que j'évoquais. Et ces 25% se répartissent pour l'agriculture sur une évolution de plus 18%, quand sur les GEBI, l'évolution est de plus 54%. Donc on a une forte augmentation des solutions de contrôle commercialisées en fait, sur le secteur de GEBI. Ça ne veut pas forcément dire une forte augmentation de l'innovation, mais sur les solutions qui sont déployées existantes ont été davantage déployées dans la partie GEBI que dans la partie agricole, proportionnellement à ces deux secteurs. Aujourd'hui aussi, pour situer le cadre, les solutions de biocontrôle sont davantage déployées, en tout cas il y a davantage de solutions et elles sont davantage déployées dans les cultures spécialisées par rapport aux grandes cultures, qui sont, à entendre les interlocuteurs précédents, là où il y a le plus de besoins pour le glyphosate. Donc elles sont davantage déployées pour les cultures maraîchères, pour l'arboriculture, voire la viticulture, l'arboriculture, et moins pour les grandes cultures, même s'il y a aussi des solutions de biocontrôle sur l'ensemble de ces filières, y compris les grandes cultures, mais elles le sont moins. Par ailleurs, elles sont davantage déployées dans les cultures sous abri, et là on peut imaginer que notamment les solutions à base de macro-organismes et d'insectes ont été d'abord déployées sous serre avant d'être aussi utilisées en plein champ en proportion moindre. Cette solution, l'exemple des insectes, c'est pour les grandes cultures, on en parle régulièrement, et ceux qui sont initiés commencent parfois à en avoir un petit peu marre, on parle toujours du même sujet, mais on peut penser aux tricogrammes qui sont utilisés pour lutter contre la pyrale du maïs, et aujourd'hui, 25% des surfaces qui sont protégées contre la pyrale du maïs en France utilisent ces techniques de tricogrammes pour protéger les cultures. Alors, sur les herbicides. Et sur les herbicides, en fait, pour arriver à la question enfin, aujourd'hui, si le parent pauvre dans les solutions de biocontrôle au niveau des filières reste les grandes cultures, où il y a encore beaucoup d'innovations à développer, sur les types de solutions phytopharmaceutiques, les herbicides sont le parent pauvre des solutions de biocontrôle. C'est-à-dire qu'on a quelques solutions qui sont proposés à base de substances naturelles, et là vous pouvez entendre produits à base d'acide acétique ou d'acide pélargonique, qui sont utilisés pour certains usages dans les filières agricoles et pour d'autres usages par la partie GEBI. Pour les GEBI, c'est désherber les allées, les trottoirs, voilà, donc ces espaces-là. Pour les parties agricoles, on est beaucoup plus sur l'éventrage de la vigne, le défanage des pommes de terre, voire le désherbage des vignes. Mais malgré tout, ce sont des solutions qui sont qu'on ne peut pas véritablement comparer, mettre sur le même plan que les produits glyphosate. D'une part, ce ne sont pas des produits systémiques comme l'évoquait, je crois, Xavier, ou c'était Xavier qui parlait de l'un de ces avantages du glyphosate qui permet d'avoir la matière active qui migre dans la plante et d'avoir une efficacité à toute épreuve pour tout type de végétaux. En l'occurrence, pour les produits de biocontrôle, aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à des produits systémiques, ce sont des produits de contact qui sont plus des défoliants au niveau de la fonction. Et puis ce sont des produits qui ne sont pas non plus sélectifs, qui sont utilisés pour tout type, qui agissent sur tout type de végétaux sans avoir une sélectivité particulière. Donc il y a moins d'efficacité, on n'a pas donc affaire à un produit systémique, et puis des usages qui sont aujourd'hui très limités pour certains types d'usages, en tout cas dans la partie agricole, et pas aujourd'hui du tout sur les principaux terrains qui sont attendus pour venir en alternative au glyphosate. On parlera plus tard des perspectives, mais la situation aujourd'hui est celle-ci. Alors du coup, Roger Genet, est-ce que vous pouvez nous dire, excusez-moi, je reprends, Roger Genet, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu dans les tuyaux, à la fois en termes de biocontrôle et à la fois en termes de remplacement, si on parle équivalent phyto, quoi.
Alors, je vais vous donner quelques chiffres, parce que j'ai le plaisir d'adresser à des journalistes, parce que ça permet quand même de relativiser les choses. En substances actives, il faut quand même avoir en tête que, tout compris sur les produits phytopharmaceutiques, nous avions en 2008 425 substances actives autorisées en Europe. 425. En 2017, 352, dont 75 de biocontrôle. Sachant que l'ensemble des phéromones, on les compte pour 1, parce qu'il y a énormément de phéromones différents, donc on les compte pour 1. Donc 75 substances actives biocontrôle utilisées sur 352 substances actives phyto au total, contre 425 en 2008. Ça montre aussi une chose, c'est qu'on a un paradoxe entre d'un côté l'augmentation des volumes de vente qui en fait quand même caractérise l'échec du chloricophyto, mais en même temps la réduction de l'arsenal thérapeutique, qui est un peu préoccupant en termes de variété de molécules, y compris dans la perspective que j'indiquais tout à l'heure, de lutter contre la résistance à ces produits. On a de moins en moins de produits, mais de plus en plus de ventes, donc des produits qu'on épand en quantité de plus en plus importante. C'est quand même ça le nœud de la difficulté. Et sur les produits qui contiennent ces substances actives, on avait en Europe, en France, 3036 AMM en 2008, on en a 1930 aujourd'hui, donc en 5 ans on a réduit, à peine 10 ans, on a réduit d'un tiers le nombre d'AMM, et sur ces 1930 AMM, on a 400 AMM biocontrôle. Par ailleurs, ça c'est les chiffres 2017. Mais par ailleurs, ce qui est un peu préoccupant, même si ça s'améliore, c'est le nombre d'innovations, le nombre de produits nouveaux. On a, en 2017, délivré 40 autorisations de mise sur le marché de produits de biocontrôle, et on en a à peu près 40 en stock. En évaluation, on a eu 17 nouvelles demandes cette année, à comparer avec 172 AMM majeurs de produits phyto que nous avons délivrés en 2017. Donc même si ça croît, on a un problème qui est quand même l'accompagnement de l'innovation sur les produits de biocontrôle, qui a fait que l'agence d'ailleurs a proposé, dans le cadre des états généraux de l'alimentation, un meilleur accompagnement des sociétés qui produisent des innovations. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'on a énormément de difficultés à évaluer ces produits de biocontrôle. Nous avons la même exigence en matière d'analyse de l'efficacité et de l'innocuité de ces produits que pour des produits chimiques, que pour des produits phyto classiques, mais nous avons un certain nombre de dossiers qui sont déposés et qui sont extrêmement pauvres et qui n'ont aucune étude toxicologique qui nous permet de faire de l'évaluation de risque. Et donc nous ne pouvons pas délivrer d'AMM sur la base de ces dossiers. Et donc on a proposé, et on est en relation aussi avec des président de région, que les dispositifs d'accompagnement d'innovation qui sont ceux pour les biotechnologies, par exemple, puissent être mobilisés pour accompagner les sociétés qui produisent du biocontrôle, pour les aider à préparer des dossiers d'autorisation que nous puissions évaluer. On ne peut pas à la fois conseiller les sociétés pour monter leur dossier d'évaluation et faire l'évaluation. C'est pas possible. L'exemple type est d'ailleurs M. Osmobio, dont la presse s'est fait largement l'écho. Nous attendons depuis 5 ans le dossier, et qui, quoi qu'ils disent dans la presse, l'ANSES n'a jamais reçu de dossier d'évaluation, donc on a été bien en peine de faire quelque évaluation que ce soit. Voilà. Donc en matière d'herbicide, c'était le cas typique, donc c'est l'acide pélargonique qui est aujourd'hui la seule. Juste une petite précision sur les 40 AMM que vous avez en stock, là, c'est 40 demandes, c'est 40 dossiers examinables. En cours d'évaluation, dont un certain nombre ne sont pas, je dirais, ont des durées d'évaluation beaucoup plus longues que ce qui est prévu, puisque je rappelle que le gouvernement nous a demandé d'examiner ces dossiers en urgence et avec une taxe réduite. Aujourd'hui, il y a une taxe sur le gros dossier pour une nouvelle AMM, c'est de l'ordre de 40 000 €, qui finance l'agence en coût complet. Pour le biocontrôle, c'est 2 000 €. Et en plus, on a un processus d'évaluation accéléré pour les dossiers de biocontrôle, à condition que ces dossiers présentent évidemment l'ensemble des données qui sont nécessaires à l'évaluation. Un dossier d'évaluation, c'est l'évaluation pour l'utilisateur, pour le riverain, pour l'environnement, sur les organismes cibles. On a des panels d'experts scientifiques en toxicologie, en agronomie, en écotoxicologie, en pédologie qui vont se pencher sur le dossier. On a des guides réglementaires pour évaluer en fait l'impact et l'efficience et l'efficacité de ces produits, mais il faut qu'on ait des données qui nous permettent de faire cette évaluation. Alors, Benoît, quand vous entendez ça, parce que finalement, il n'y a pas, dans les tuyaux, il n'y a pas grand-chose, on peut le dire,
Comment vous réagissez? Voilà. J'ai d'abord une réaction de citoyen un petit peu interloqué de voir que finalement on braque les projecteurs sur une matière active emblématique, on a compris, mais j'ai aussi compris de Roger Genet que finalement, aujourd'hui, il n'y avait rien réellement qu'on lui reprochait. On va essayer de chercher, mais aujourd'hui, on n'a pas de grief, à part le fait qu'on a de gros volumes. Et c'est ça qui est le problème. En fait, ce qui est mis en accusation, c'est un modèle d'agriculture intensive. Et il faut en parler, et c'est bien qu'on puisse en parler, parce que moi, en tant que citoyen, ce qui me choque, c'est qu'on utilise des arguments fallacieux voilà, pour mettre en accusation cette agriculture en disant c'est dangereux. Avec cette matière active, donc, enfin, moi je parle sous contrôle, mais ce que j'ai entendu, c'est que pour l'instant, non, on ne sait pas dire que c'est dangereux. On va essayer peut-être de dire que c'est dangereux, mais de regarder, mais aujourd'hui on ne sait pas le dire. Donc ça me gêne en tant que citoyen, voilà, parce que je trouve que le débat sur l'agriculture, il mérite d'être fait, mais sur les résultats qu'on attend de l'agriculture durable, qu'est-ce qu'on doit produire comme résultat, qu'est-ce que vous attendez de moi, agriculteur, mais pas sur les moyens, peut-être aussi sur les moyens, pourquoi pas, mais pas avec de faux arguments. Or là, j'ai quand même ce sentiment-là, bon, bref. Voilà, alors sur les résultats, moi en tant qu'agriculteur qui pratique l'agriculture de conservation des sols, ce que j'essaie de faire, c'est améliorer la biodiversité. Et ça marche. Quand vous mettez des couverts végétaux toute l'année, vous voyez la biodiversité en haut et en bas, enfin, dans le sol et à la surface qui augmente. Et ça, venez dans mes champs, moi je veux bien vous montrer, voilà, ça marche. Quand on a un stock couvert, un sol couvert toute l'année avec de la biomasse, et là on stocke du carbone. Et ça, il me semble que ça fait partie des choses bonnes. Moi, je pense que l'interdiction du glyphosate, c'est pas dire non à l'agriculture de conservation. J'ai entendu dans la bouche du président de la République lors de ses vœux en Auvergne qu'effectivement, il a nommément cité l'agriculture de conservation des sols, ce qui me semble une reconnaissance du potentiel que cela revêt. La question en revanche, c'est s'il n'y a pas d'alternative phyto, s'il n'y a plus de glyphosate, comment qu'est-ce que vous avez comme alternative en termes de pratique, qu'est-ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce que vous pensez, à quoi vous pensez dans un futur au moins à 5 ans? Ouais. On a une approche, nous, à la PAP, de réduction globale des intrants. Mais quand je mets intrants, c'est tous intrants, que ce soit des pesticides, des engrais, du fuel, du matériel agricole, mais dans l'objectif de continuer à produire des résultats en termes de quantité, de qualité, et puis avec les fameux services écosystémiques qui vont avec. Voilà. Donc ça ne veut pas dire, on place les curseurs, parce qu'un agrosystème c'est extrêmement compliqué, donc dans la mesure où on est d'accord sur les résultats qu'on attend de l'agriculture, et ça on n'est pas très clair manifestement, il y a un focus sur les pesticides, mais quoi du reste? Voilà, nous on essaie de jouer avec ça. Alors, concrètement, j'entends, et du côté du biocontrôle, qu'il n'y a pas de solution herbicide à court terme, j'espère qu'il y en aura, mais aujourd'hui il n'y en a pas. La chimie, pour moi c'est complètement stupide de dire on va réduire de manière importante les quantités de glyphosate, peut-être qu'on va remplacer par d'autres produits, dont a priori le profil écotoxicologique n'est peut-être pas aussi favorable, ça serait complètement stupide, donc on ne cherche pas de ce côté-là. Les perspectives qu'on a, elles peuvent être de l'ordre de la destruction mécanique, mais elles ne peuvent pas être, de mon point de vue, en tant qu'agriculteur pratiquant l'agriculture de conservation des sols, elles ne peuvent pas être autour du travail du sol, parce que ça serait repartir complètement à l'envers. Donc c'est pas ça que je veux. Donc ça peut être travailler sur les espèces de couverts, avoir plus d'espèces, semer plus dense, pour essayer de couvrir le sol.
Alors, on ne s'était pas préparé à cette annonce brutale, parce qu'on ne voyait pas venir ça, donc on n'a pas quelque chose dans les cartons. On va le travailler, parce qu'on est comme les autres. Enfin, moi, j'ai envie de continuer à pratiquer cette agriculture. Concrètement, aujourd'hui, si l'interdiction arrivait là à 2 ans, j'ai pas de solution et probablement que je serais obligé de travailler ça. Voilà. Et ça, croyez-moi, ça serait très douloureux voilà, pour moi, parce que je trouverais ça complètement stupide. Pas de solution à 3 ans, mais peut-être une solution à 5 ans ou une amorce de solution au moins. Je ne peux pas annoncer ça. La nature, elle est complexe. Et donc, on va travailler, parce qu'on va chercher des solutions. Mais dire qu'on en aura dans 5 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je ne peux pas le dire. Voilà. Je peux pas le dire. Vous êtes quand même en particulier à la table dans une démarche d'expérimentation de tests, quoi. Oui, bien sûr, parce que ce qui nous importe, c'est de continuer à faire cette agriculture. Voilà. On nous enlève un outil, peut-être d'autres demain, on essaie de continuer. Mais c'est sans garantie, et moi je remets ça dans la perspective des enjeux globaux. Voilà, si on supprime les outils, on a entendu qu'il y avait eu des crémages dans les solutions herbicides en particulier, mais pas seulement, qui nous amènent à être confrontés à des problèmes de résistance sur un certain nombre de mauvaises herbes. Alors, ça sera difficile de continuer à faire une agriculture qui répond à tous les enjeux. Voilà. Donc, Xavier, qu'est-ce que vous avez noté, qu'est-ce que vous avez vu dans le cadre de votre rapport sur les alternatives qui semble intéressant pour l'État? Comment vous voyez les choses d'un point de vue pratique? Bon, d'abord, juste rebondir sur 2 éléments qui ont été discutés. Oui. C'est juste sur le cas de productivité permis par le glyphosate, parce qu'en fait c'est ça qui explique les impasses, qui sont des impasses économiques. Si vous devez désherber à la main l'équivalent de cette salle, et le désherbage manuel reste la première activité humaine à l'échelle mondiale, ça vous prend une journée. Avec un pulvérisateur et du glyphosate, c'est 2 secondes pour faire cette même salle. Donc le gain de productivité permis par les herbicides est absolument énorme et le résultat sera meilleur à la fin. Et ça, pour 30 € l'hectare environ, il n'y a pas de solution au temps zéro qui soit aussi optimisée, efficace, économique sur ces seuls critères-là que d'utiliser un désherbant chimique efficace. Et donc sur cette base-là, on voit bien qu'en fait, on a beaucoup de difficultés à trouver des alternatives qui soient du même niveau d'efficacité que le glyphosate. Donc on va passer par des solutions à effet partiel, il va falloir en combiner plusieurs pour pouvoir remplacer ce que faisait le glyphosate. Alors dans les choses qu'on a mis en avant dans le dossier, évidemment, une des actions, si on veut éviter l'apparition d'adventices, c'est d'empêcher leur apparition. Donc dans les techniques agronomiques, les gens font ça depuis extrêmement longtemps. On pratique la technique de faux semis, par exemple, qui consiste à travailler l'horizon superficiel du sol dans lequel vous allez semer, mais à ne pas semer. En revanche, les graines adventices qui étaient dans cet horizon superficiel, qui sont prêtes à lever, vont lever. Vous passez un coup de herse pour les détruire, et vous laissez comme ça votre sol toujours nu, prêt à être semé, mais sans semer. Et vous passez les outils chaque fois qu'en fait vous avez des mauvaises herbes qui ont levé. Au bout de 2 ou 3 passages, que vous pouvez faire assez vite avec une herse, vous allez vider l'horizon superficiel du sol dans lequel les graines adventices qui étaient prêtes à semer vont sortir. Là, tu ne peux pas toucher ton sol, alors tu es coincé par ça. Mais vider le stock semencier, il va falloir se lever de bonne heure. Voilà, alors pas vider, mais enfin, en tout cas enlever une part importante des semences qui étaient prêtes à germer. Si vous avez fait ça dans des bonnes conditions, en fait, après au moment où vous installez vraiment votre culture, il y a relativement peu de choses qui vont pouvoir lever en même temps que ça. Donc c'est une mesure préventive, elle n'est pas à effet total, mais les agriculteurs le pratiquent plus ou moins. Donc quand ils ont le glyphosate, ils ne s'embêtent pas avec ça. Quand ils n'ont pas le glyphosate, ils vont pouvoir réintroduire cette technique. On voit bien qu'elle a un défaut, c'est qu'évidemment, à partir du moment où vous avez préparé votre lit de semences, mais vous ne semez pas, il va falloir attendre, et bien vous allez décaler le moment où vous allez semer votre blé. Et le problème qu'on a, c'est qu'évidemment, si on doit semer un blé plus tard, il risque d'être plus petit en entrée d'hiver, donc vous allez avoir une moins bonne installation, une moins bonne reprise en sortie d'hiver. Donc les modèles économiques montrent que les blés qu'on a semés plus tôt s'en sortent plutôt mieux que les blés qu'on a sortis plus tard. Donc on voit bien que pour gagner sur le glyphosate, on risque de perdre sur d'autres leviers. Donc la question, elle est dans les compromis.
Et c'est ça la vraie difficulté qu'on a avec le glyphosate. Alors normalement, on s'était intéressé à un cas particulier qui est assez illustratif, qui est le cas de la viticulture. On avait fait un calcul de pointable sur la base d'un chiffre qui nous avait été donné. Les viticulteurs disent qu'il faut mettre une personne à plein temps pour gérer 20 hectares de vignobles, pour pouvoir l'entretenir, le tondre, le désherber mécaniquement, pour se passer du glyphosate. Une personne pour 20 hectares sur 4 mois. Alors on avait fait un calcul sur la base de 35 ou 40 hectolitres produits sur cette exploitation viticole, vous pouvez refaire les chiffres, et on arrive à la fin sur le fait que le coût de la main-d'œuvre pour pouvoir faire ça à la place du glyphosate amène à rajouter 23 centimes dans notre cas par bouteille de vin. Donc si vous vendez du vin en vente directe dans votre exploitation, rajouter 23 centimes, c'est en dessous de l'augmentation naturelle du prix des bouteilles d'une année sur l'autre. Vous pouvez l'absorber, surtout si par ailleurs vous dites notre exploitation fait attention aux caractères environnementaux et essaye de se passer du glyphosate, et depuis nous ne produisons plus avec du glyphosate sur notre exploitation. Et toi, vous avez la capacité à rendre compte de cet effort sur votre bouteille, et donc vous n'avez pas de problème. Maintenant, vous êtes un viticulteur qui est dans une coopérative, vous allez mélanger votre production avec celle de vos voisins. Peut-être qu'au niveau de la coopérative, on peut encore envoyer ce message en disant certains de nos adhérents font des efforts pour se passer du glyphosate, et donc on essaye de pousser tout le monde vers des pratiques plus vertueuses, et donc vous pouvez aussi le répercuter sur le prix de la bouteille. Maintenant, si vous êtes le même viticulteur, vous vendez dans une coopérative qui vend pour faire du vin de table, et que les concurrents directs, c'est vin espagnol, vin italien, vin chilien, 5 € de plus à l'hectolitre, fait que vous perdez le marché. Si vous avez perdu le marché, vous allez déclasser votre vin qui va passer en alcool, et donc là vous perdez des sous. Donc on voit bien qu'en fait la question du glyphosate, c'est pas tant la question de savoir si on a des alternatives, c'est de savoir s'il est économiquement possible de les faire passer. Et donc ça dépend de la situation. On voit bien avec la viticulture, si vous pouvez répercuter le prix sur le consommateur, ça passe, et vous avez des techniques, il y en a plusieurs. Si vous ne pouvez pas répercuter le prix, vous êtes coincé. C'est ça que nous disent les gens en fait. Voilà. Et donc on a la même difficulté autour des grandes cultures, où un agriculteur se retrouvant à la tête de 400 hectares doit pouvoir faire l'ensemble de ses semis dans un délai très court, et il vous dit, bah là, si vous enlevez le glyphosate, je vais devoir avoir un aide, quelqu'un que j'emploie pour quelques jours ou quelques semaines, pour m'aider à faire l'installation des cultures. Et bien c'est pareil, si c'est répercuté sur les prix du marché, s'il y a une forme de reconnaissance, ça passe, c'est quelques centimes de plus. Si par hasard, il est dans un marché concurrentiel, où en fait une différence se fait sur 1 ou 2 centimes, il dit je suis coincé. Et donc ce que nous disent les agriculteurs, c'est que le délai entre 3 et 5 ans pendant la période de transition est une période qui leur fait très peur parce qu'ils ont peur d'avoir affaire à une concurrence déloyale de la part de l'ensemble des autres pays. Et c'est là la difficulté. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Et donc vous voyez qu'en fait la question de savoir si on sort à 3 ans, à 5 ans, c'est pas une excellente bonne question pour un scientifique, parce qu'en fait des solutions il y en a. C'est une excellente question pour savoir quel modèle d'agriculture on souhaite. Alors pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Denis Langevin, on a un petit peu parlé quand on a préparé. Enfin, vous êtes finalement aussi dans cette optique de dire, parce que là, ce que vous préconisez, c'est finalement une réflexion autour du système beaucoup plus large que le simple outil technique. Et ce que vous dites finalement, vous de votre côté, c'est un petit peu la même chose au niveau du contrôle. On avait parlé de contrat de solution, notamment, ou choses comme ça, dont on peut penser plein de choses, mais voilà. Oui, en fait, mot pour mot, on est complètement en phase avec les propos de Xavier sur ce sujet. Pour nous, en fait, en tout cas le court terme, la solution viendra par le combinatoire de solutions existantes. Et le biocontrôle, on a parlé de notre solution actuelle qui est à base d'acide pélargonique. Aujourd'hui, par exemple, on a des adhérents qui ont ces solutions, qui travaillent en association avec l'agroéquipement pour voir comment ces solutions pourraient être utilisées localement pour d'autres usages, et là on arrive aux grandes cultures notamment, pour d'autres usages, en associant à la fois et localement, de façon très précise, l'emploi de ces solutions, grâce à l'association avec un outil adapté pour pulvériser, pour épandre ces solutions localement. Et on peut penser effectivement à tout un tas d'autres solutions qui viendront de l'agronomie, du numérique,
des sélections variétales, etc., etc., de la formation, de l'accompagnement. Il y aura un besoin très important dans ces solutions, combinées aussi d'un accompagnement et de fait d'une formation adaptée. Et tout cela, en fait, on est plusieurs à être convaincus que ça passera par là sur le court terme. Et on a rejoint avec 30 autres organisations, plus de 30 autres organisations, l'initiative autour du contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes. C'est le sous-titre de cette démarche qui a été lancée en novembre et dont un point d'étape a d'ailleurs été fait lors du Salon de l'Agriculture. Vous étiez probablement invité à ce point. On a une prochaine échéance en juin, et certainement en juin vous y verrez plus clair. Sachez qu'aujourd'hui, tous les acteurs apporteurs de solutions sont autour de la table. Donc toutes les solutions qui peuvent exister ou qui sont travaillées sur un court ou moyen terme sont travaillées par des sociétés qui adhèrent à des organisations qui les représentent. Ces organisations sont aujourd'hui autour de la table pour mettre sur la table, dans la limite bien sûr des données non confidentielles qui peuvent être partagées, mais mettre sur la table tout ce qui existe ou qui potentiellement à venir sur un court terme, pour voir justement aujourd'hui, à horizon 2020, 2025, 2030, au-delà de 2030, qu'est-ce que l'agriculteur pourra ou peut déjà ou pourra utiliser pour réduire ses impacts, ou pour réduire l'usage des produits phytosanitaires dans leur ensemble, et notamment, bien sûr, la partie herbicide est concernée. Et ce qui est très intéressant dans la démarche, c'est ensuite comment peut-on associer ces différentes techniques entre elles. Donc il y a des initiatives qui sont prises par telle ou telle, voire par telles organisations d'agriculteurs ou d'autres structures qui sont déjà existantes. Là, c'est vraiment l'ensemble des partenaires qui engagent cette démarche. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. Autour de la table, je vois quelques autres partenaires qui y participent. Il y a une belle ambition, une vraie ambition. Certains disent, et je partage complètement ce point de vue, qu'il y a un alignement de planète aujourd'hui, parce que tout le monde travaille dans le même sens et vienne avec ces solutions combinatoires. Pour un petit exemple, j'ai avec moi, parce qu'on y travaille quasiment, j'allais pas dire jour et nuit, mais on y travaille beaucoup en ce moment, j'ai avec moi une vingtaine de ces solutions qu'on travaille parmi toutes les solutions en lien avec le biocontrôle. Je vais juste vous montrer pour que ça vous donne une idée de la tâche. Voilà, on a des tableaux comme ça, et ça c'est 20 solutions. Aujourd'hui, on a plus de 300. On est en train de les compiler pour voir justement jusqu'où ça nous amène sur un court et moyen terme. Et le moyen terme, c'est 2025-2030. Tout l'enjeu sera d'arriver à travailler sur ces combinaisons de solutions alors, est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans? En tout cas, nous, on se place dans une dynamique de court et moyen terme. Et je pense, pour positiver par rapport à l'inquiétude qu'on peut tous avoir sur si on n'a pas de solution, moi je crois beaucoup à l'idée que si on est dans l'impasse, on a entendu le président dire qu'on n'ira pas à l'impasse, donc ça c'est déjà une chose, je l'espère et je le crois. Et je pense aussi que la vertu de cette inquiétude de partager est que ça nous met en dynamique et que ça nous met tous en aliment de planète pour chercher ces solutions. Merci. Alors, je vais juste vous poser une dernière question, parce qu'on a complètement débordé sur le planning, mais c'est quand même important. Là, il y a le projet de l'OGA qui s'approche, il y a le plan d'action phyto qui arrive aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire très vite, en commençant par vous, Roger Genet, qu'est-ce que vous attendez en fait de ces projets législatifs? Alors, je pense qu'on a un problème devant nous collectivement, c'est qu'on a une perte de confiance, globalement, de nos consommateurs, de la société, en matière de sécurité sanitaire, de façon large. D'ailleurs, on voit dans la presse, jour après jour, les articles qui font florès, en fait, visent à chaque fois, en fait, une inquiétude de façon générale, sur la sécurité sanitaire, et l'usage des produits pesticides rejoint, en fait, cette inquiétude-là, tant dans nos assiettes que dans les pratiques, que dans l'environnement. Donc, je pense que ça passe d'abord par le dialogue. Je pense que ce que j'attends, c'est qu'on a initié le dialogue des secrétaires généraux d'alimentation, mais il faut qu'on fasse la vérité des prix, il faut qu'on se parle avec l'ensemble des parties prenantes impliquées dans cette question. Et concrètement, en termes de mesures, de choses vraiment dans les textes. Dans les textes, en fait, l'accompagnement du biocontrôle, on a
déjà parlé. Je pense qu'il faudra qu'on ait, et l'accord qui a été signé au sein de l'agriculture entre les chambres de l'agriculture, l'INRA et l'ACTA, pour avoir une structure qui accompagne l'innovation et la valorisation, mais qui pourrait aussi être beaucoup plus active sur les usages des produits phytopharmaceutiques, est une très bonne chose. Ça pourrait être porté dans les états généraux de l'alimentation. C'est-à-dire que moi, ma préoccupation, c'est qu'on garde une variété de substances pharmacologiquement actives, insecticides, herbicides, protection des plantes, qui nous permettent d'avoir une pharmacopée utile, et pour autant qu'on réponde à cette inquiétude qui est d'avoir des grandes quantités qui sont répandues dans l'environnement, et donc qu'on puisse réduire autant que possible les quantités utilisées au strict minimum en gardant une variété de produits à disposition. Et aujourd'hui, on vise en fait la réduction, voire l'abandon des pesticides, parce qu'on a des inquiétudes qui sont plus liées à la non-maîtrise des usages. Et notamment avec des questions scientifiques derrière qui sont des vraies questions. On cible le glyphosate parce que c'est le plus vendu, mais de façon générale, qui est quel est l'effet à très long terme des faibles doses en fait, qu'on va retrouver dans tous les compartiments de l'environnement, quel est l'effet d'une imprégnation de tous les compartiments, y compris dans notre alimentation, liée à ces substances chimiques qu'on retrouve en trace, au cocktail de substances chimiques que l'on retrouve en trace. Les connaissances progressent sur notamment les effets perturbateurs endocriniens de ces substances. Donc on a une inquiétude qui est générée et qui est réelle, à laquelle il faut qu'on réponde. Ça passe d'une part par réduire le danger à la source, donc diminuer autant que faire se peut ces produits pour garantir le fait qu'on garde une pharmacopée la plus abondante possible, et puis ça passe par la recherche. Et on attend en fait aussi de cette loi qu'elle donne une priorité à la recherche, à l'acquisition de connaissances nouvelles. Il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites sur le glyphosate ou sur le reste, notamment par exemple un éventuel effet perturbateur endocrinien du glyphosate qui n'a absolument jamais été démontré. On n'a aucun élément pour pouvoir dire que le glyphosate est perturbateur endocrinien. Donc il faut qu'on ait des programmes de recherche qui nous permettent d'améliorer les connaissances sur l'ensemble en fait, de ces substances, et pas seulement de glyphosate. Et bien entendu. Pour faire très vite, en fait, ce que nous attendons, en fait, c'est qu'ils sortent de ces textes un projet ambitieux en faveur de ces solutions alternatives telles que le biocontrôle. Vous comprendrez que je mets en avant le biocontrôle, sur à la fois le déploiement de ces solutions par l'accompagnement, par la formation, et sur l'innovation. Pour nous, un des grands enjeux, et particulièrement sur la thématique qui nous réunit ce matin, c'est d'accélérer la recherche et l'innovation. Donc ça passe par un projet ambitieux, bien sûr au niveau national, et on l'espère que ça transpire très vite à l'échelle européenne. Je vois Stéphane Travers qui intervenait en ouverture de notre colloque fin janvier. Vous le retrouverez intégralement en ligne sur notre site internet si vous voulez le réécouter ou l'entendre. Mais ça fait partie pour lui aussi de ses objectifs, d'avoir une reconnaissance du biocontrôle à l'échelle de l'Union européenne, comme la France a su le faire, et maintenant il faut qu'on continue et qu'on aille plus loin, pour un projet ambitieux. On voit bien qu'on ne peut pas toucher un bout du système sans changer le système, et c'est ça qu'on fait. Donc dans le vent quelque chose d'emblématique, il faut qu'on accepte de modifier le système, et donc il y aura plus d'agronomie, plus de préventif, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Et donc ça nécessite une forme de reconnaissance, et je vois trois formes. La première, c'est une reconnaissance à travers des labels, de l'effort qu'ont fait les agriculteurs pour utiliser des systèmes qui sont peu dépendants des pesticides. C'est le prix, on a vu dans le cas de l'agriculture que ça basculait d'une situation où ça marche à une situation où c'est coincé. Et puis c'est la formation, puisqu'en fait quelques situations très techniques nécessitent de mettre l'accent sur le préventif, et ça nécessite de pouvoir accompagner les agriculteurs dans l'évaluation du risque qu'ils prennent. Donc derrière, en fait, les deux choses que nous on a mentionnées dans les EGA, c'était de travailler sur la question de la traçabilité, pour pouvoir différencier les modes de production jusqu'au consommateur, pour aider à passer ce cap. Et puis l'autre chose, c'est évidemment de jouer sur des aides qui soient conditionnelles. Et des aides conditionnelles, ça peut être dans les piliers du verdissement de la PAC, il y avait quelque chose autour de la diversification des cultures. On pourrait continuer dans cette voie-là et intensifier ça, parce qu'on voit que les systèmes plus diversifiés sont beaucoup plus robustes, et donc sont beaucoup moins coincés par les l'inexistence si on enlève un levier. Donc en fait, notre engagement, c'est de réfléchir de manière emblématique à comment on dépasse le cadre du glyphosate et comment on réfléchit collectivement sur notre mode d'agriculture connecté avec les attentes des consommateurs. On va peut-être s'arrêter là parce qu'on a pris du retard. Merci en tout cas à vous qui êtes intervenus, et merci à la salle d'avoir écouté.
Bonne journée. Bonne journée. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.